avec David. Alors David, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, on a fait des conférences, des webinaires ensemble. Il a une très belle expérience industrielle et très orientée vers le zéro accident, zéro maladie. Donc c'est voilà quelqu'un qui va nous emmener pour prolonger ce qui a été déjà dit au préalable. Je pense que ça va t'avoir inspiré par rapport à tous les témoignages qu'on a eus cet après-midi. Voilà, il est très inspiré par le zéro accident. À toi, David. Merci, Eric. Bonjour à tous. Donc là, je vais vous présenter un outil concret qui s'appelle le dialogue positif santé-sécurité. Alors, Renaud, il en a parlé. J'ai vu qu'il parlait de cet outil. Là, je vais vous le présenter. Comme ça, si vous voulez le mettre en place dans vos organisations, vous pourrez le mettre en place. C'est un outil vraiment puissant pour affirmer son leadership. Et je vais vous parler aussi de leadership santé-sécurité. D'accord. Alors déjà pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis David Voluère, je suis avant tout papa de 2 enfants, de formation chimiste que j'ai complété par 2 masters en hygiène, sécurité et protection de l'environnement et en business administration. Et j'ai travaillé opérationnellement pendant 25 années dans l'industrie, donc dans la cosmétique, dans le luxe, dans la viticulture, dans la chimie avec des sites Céveso. 10 ans en tant que préventeur. Et puis 15 ans en tant que directeur HSE pour l'Europe, d'accord, dans des groupes nationaux et internationaux. J'ai eu la chance de faire le démarrage de 3 sites industriels Greenfield, donc à partir d'un terrain vierge, dont je connais bien aussi l'univers du bâtiment, de la construction. Et j'ai même fait aussi une fermeture de site. Voilà, c'est un peu plus malheureux, mais bon, ça fait expérience. Et depuis octobre 2021, j'ai créé ma société Culture Santé Sécurité, donc c'est une société qui est récente. Et Culture Santé Sécurité repose sur 3 piliers. L'état d'esprit, donc je vous parlerai un petit peu d'état d'esprit, mais beaucoup de choses se jouent au niveau de l'état d'esprit, parce que les opérateurs, on a entendu tout à l'heure, 85% des accidents sont liés au comportement. Donc comment on se comporte, ça se comporte parce que c'est en fonction de l'état d'esprit qu'on a à un moment donné. La deuxième dimension, c'est le leadership. On ne fait pas de transformation de culture sans un exercice de leadership. Et là, je vais vous parler un petit peu de leadership. Et la troisième pilier, c'est la culture. Donc, c'est justement comment aller transformer une culture. Donc, c'est l'aspect organisationnel. C'est une collectivité d'état d'esprit. D'accord. La société, elle offre des conseils, du coaching individuel et d'équipe, des conférences, là, aujourd'hui, et puis du transfert de connaissances. Alors, en présentiel, en distanciel, mais aussi une spécialité en ludopédagogie, alors que j'utilise très peu, mais comme Julien il nous a présenté des jeux, j'ai eu l'occasion aussi de faire plusieurs jeux dans les entreprises où j'ai travaillé. Donc des jeux de cartes, par exemple, pour animer. On se dit toujours, faut démarrer une réunion en parlant de la thématique santé-sécurité. Ok, mais quoi dire au bout d'un moment? Donc là, c'est un petit jeu de cartes avec un jeu de 54 cartes, voilà, par exemple, et puis il y a des questions, et ça permet de ne pas avoir à se poser de questions justement sur la thématique qu'on va aborder. J'en ai fait sur la consignation, j'en ai fait sur les plans de prévention. C'est très puissant. L'aspect ludopédagogique pour vraiment impacter les états d'esprit. D'accord. Bon, par contre, ça se vend un peu moins bien parce que ça coûte cher de faire un jeu. Donc voilà. Et je suis aussi l'auteur du livre L'état d'esprit sécurité qui existe dans sa version anglaise, The Safety Mindset. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir 2 aspects. On va voir le leadership. Je vais vous présenter un petit peu les caractéristiques du leader en santé et sécurité, basé sur mon expérience. Et puis après, je vais vous présenter concrètement l'outil dialogue positif santé-sécurité. D'accord. Donc, pour commencer, c'est quoi un manager versus un leader? Alors déjà, est-ce que vous êtes d'accord pour me confirmer qu'il y a une différence entre un manager et un leader? Alors déjà, il y a 2 noms différents. S'il y a 2 noms différents, c'est que normalement, il y a 2 définitions différentes. Qu'est-ce que fait le manager? Le manager, il gère opérationnellement un certain nombre de ressources qui lui sont attribuées, donc des ressources techniques, des ressources organisationnelles, des ressources humaines, des ressources financières. D'accord. Il gère des priorités. Il s'assure que les gens sont formés, il s'assure que les process sont en place, donc il fait du contrôle, il commande des choses, des directives, il donne des directives à des personnes, et puis si à un moment donné ça ne fonctionne pas, il fait du correctif, et puis il peut faire de la sanction s'il y a des déviances, d'accord, dans le respect des process qui sont en place. D'accord. Donc on voit que les caractéristiques du leader sont très opérationnelles, et on a besoin de leaders. C'est pas une caricature, j'ai fait une... C'est vrai que la photo pourrait prêter à confusion de la caricature. On a besoin de managers au quotidien, des gens qui savent gérer l'opérationnel pour délivrer un résultat. C'est particulièrement important. Par contre, quand on veut transformer la culture, on a besoin de leadership. D'accord. Et le leadership,
Alors, c'est quoi un leader en santé et sécurité? Un leader en santé et sécurité, c'est une personne capable d'influencer et de motiver positivement une ou des personnes vers l'atteinte d'une vision, comme par exemple la vision du zéro accident. Alors Eric, il disait, je suis très focalisé zéro accident, parce que oui, moi je pense que le seul objectif que doit avoir une organisation, d'accord, c'est zéro accident. Pourquoi? Parce que qui crée la valeur dans l'organisation? Les hommes et les femmes. Donc de qui doit-on prendre le plus grand soin? Des hommes et des femmes dans l'organisation. Donc, à partir de ce concept-là, parce que j'étais beaucoup dans des grandes entreprises, et donc on se pose toujours la question, on va diminuer le taux de fréquence par 20% cette année, 20% l'année d'après, etc. etc. Et ça motive pas. Déjà, là, un taux de fréquence, personne ne sait ce que c'est dans l'organisation. On vous posez un opérateur, c'est quoi l'objectif taux de fréquence? S'il est à 1,5, les gens, ils retiennent pas 1,5. D'accord. Par contre, 0, oui, je dois rentrer à la maison, profiter de ma famille à la fin de chaque journée. Ça, ils retiennent. D'accord. Je dois me préserver et je dois être capable d'apporter la valeur à l'organisation. Ça, ils retiennent. Donc, un leader, il y a 5 caractéristiques. Elles sont importantes. La première caractéristique du leader, c'est d'être capable de justement définir une vision, comme par exemple la vision du zéro accident. D'accord. Et je vous ai donné par exemple un pourquoi. Pourquoi ça peut être intéressant. Donc, pourquoi, c'est commencer à donner du sens. D'accord. Et là, donner du sens, c'est particulièrement important. Si on sait donner du sens aux actions que font les personnes, d'accord, on n'obtient pas le même résultat. Donner du sens, c'est quoi? C'est donner une signification aux choses que l'on fait. Quand on a une signification aux choses que l'on fait, quand on donne une signification soi-même aux choses que l'on fait, on active et on canalise une énergie, sa propre énergie, d'accord, en direction de la vision qu'on a fixée. D'accord. Donc, ça évite de s'éparpiller. Vous avez déjà vu les schémas avec les flèches dans tous les sens. S'il n'y a pas une vision claire qui inspire et pour laquelle on a donné du sens, les gens, ils partent dans tous les sens. Ils sont comme des poulets sans tête. On ne les canalise pas. Par contre, si on arrive à canaliser le flux d'énergie, de toutes ces énergies individuelles, là, on commence à avoir une puissance d'impact pour aller transformer la culture. D'accord. Donc, la clé numéro 1, elle est réellement importante. C'est la première que je travaille avec les dirigeants que je coach. Parce que là, on peut déjà, rien qu'en définissant une belle vision avec un milestone intermédiaire, alors moi, je suis un peu spécialisé en allant chercher au moins le 1 million d'heures. D'accord, 1 million d'heures pour un site de 700 personnes, c'est 1 an. Pour un site de 200, 300 personnes, ça va être 2 ans et demi, 3 ans. D'accord, c'est un peu ma spécialité. Donc, je vais chercher jusqu'à 2, 3, je suis allé chercher jusqu'à 5 millions. D'accord, donc l'idée, c'est vraiment d'aller repousser les limites du zéro, d'aller repousser. Donc, je sais que c'est peut-être utopique, mais c'est la mission que je me suis fixée avec Culture, Santé, Sécurité, c'est de repousser cette limite le plus loin possible. D'accord. Et c'est possible. On a des clés aujourd'hui. C'est complexe. Je ne dis pas que c'est facile. C'est très difficile, mais il y a dans dans toutes ces difficultés, il y a un chemin possible. Et ma valeur ajoutée, c'est d'essayer de l'apporter pour guider un dirigeant pour aller l'atteindre. Donc, la vision. Sans vision, c'est difficile de s'orienter, de savoir où c'est qu'on va. 2, influencer les croyances et les valeurs. Ça, c'est important. Je vous ai dit dans la définition du leader, c'est une personne capable. Donc, c'est une capacité déjà. C'est une personne qui est capable. C'est une capacité. Donc, si c'est une capacité, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut développer, d'accord, qu'on peut apprendre. Donc, il est capable d'aller influencer et de motiver positivement. Donc, qu'est-ce qu'il va aller influencer? Il va aller influencer 2 choses essentielles. Les croyances des personnes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une croyance? Une croyance, c'est une pensée que l'on croit vraie. Donc, on a à peu près 60 000 pensées par jour, donc c'est à peu près une par seconde. D'accord, donc ça va très vite. C'est très dur d'avoir un cerveau calme. D'accord, pour ceux qui pratiquent la pleine conscience, on se rend compte, quand on passe déjà quelques secondes sans avoir une pensée qui passe, c'est très difficile. D'accord, donc on est des machines à penser. Et ces pensées qu'on répète, on répète à peu près 95% de nos pensées. Donc, en fait, on est à peu près les mêmes tous les jours. Et en plus, 80% de nos pensées sont plutôt négatives. Donc, ça va être à retenir pour la clé 4, pour la clé 3. D'accord? Parce que l'être humain, naturellement, il plonge dans le négatif. D'accord? Donc, pour un leader, c'est important de le savoir parce que, justement, il va falloir aller générer un peu d'enthousiasme. Donc, les croyances, c'est ce qu'on croit vrai. Pourquoi une croyance, c'est important? Parce que quand on a une croyance, on va se comporter conformément à notre croyance. Si on adopte un comportement qui est en relation avec notre croyance, ça va générer notre réalité, qui va générer nos résultats, qui va venir confirmer notre croyance. Donc, par exemple, je crois que 0 accident, c'est pas possible. Je vais me comporter de telle manière que je vais prouver que c'est pas possible.
Donc, j'arriverai jamais à atteindre 0 accident. Donc, par exemple, une croyance, si on ne croit pas que 0 accident c'est possible, on ne l'atteindra jamais. D'accord? Donc là, pour ceux qui ne le croient pas, et puis si vous n'y arrivez pas, vous étonnez pas. D'accord? Donc ce que je fais avec les dirigeants que j'accompagne, c'est on va aller travailler les croyances, justement. Donc les croyances, on en a deux types, parce que si la croyance, elle est limitante, elle nous emmène dans un cercle vicieux, donc on n'arrive pas à progresser. Si la croyance, elle est ressource, elle nous emmène vers la vision que l'on veut avoir. Donc par exemple, la santé et la sécurité peut et doit être managée. Ça peut être une croyance qui est ressource. Et donc, quand j'ai ce type de croyance, je vais avoir des comportements qui vont être différents. Donc, les croyances, c'est vraiment fondamental. Elles créent nos réalités, elles créent nos résultats. D'accord? Donc, les croyances, allez les influencer, allez les changer. D'accord? Donc, quand on est avec des opérateurs et puis qu'ils nous disent que 0 accident, c'est pas possible, l'idée, ça va être d'aller déstabiliser cette croyance, d'aller lui montrer que c'est possible. Ah, est-ce que c'est possible que tu aies eu une journée sans accident et en même temps une excellente performance industrielle? Oui. Est-ce que c'est possible que tu as déjà eu une semaine sans accident avec une excellente performance industrielle? Oui. Est-ce que c'est possible, etc. Si c'est possible, une semaine, un mois, pourquoi pas un an, 10 ans, etc. D'accord? C'est comme ça qu'on va repousser les limites. Donc, l'influence des croyances. 2, l'influence des valeurs. Donc, les valeurs, c'est ce qui est important pour nous. On a tous un système de valeurs avec une hiérarchie de valeurs. D'accord? Si je vous pose la question, c'est quoi qui est important pour vous? Vous allez réfléchir quelques instants. Vous avez, je sais pas, la famille, les amis, la liberté, l'indépendance. Et puis, à un moment donné, peut-être la santé et la sécurité. Alors, la santé et la sécurité, généralement, c'est quand on a un problème santé et sécurité qu'on commence à voir que c'est une valeur qui est très importante. Moi, je dis que c'est notre capital même le plus précieux. D'accord? Et on ne se rend pas compte quand on est en pleine santé que c'est notre capital le plus précieux, mais dès qu'on a un petit problème de santé, là, on s'en rend compte. Et là, on la replace en priorité. Donc, quel est l'objectif du leader là? Ça va être d'aller influencer pour que dans la hiérarchie des croyances, à la fois dans son organisation, la valeur santé et sécurité soit une valeur prioritaire et énoncée comme telle, pour qu'on y pense tous les jours, et au niveau individuel, au niveau quand il va interagir avec une personne, de faire en sorte qu'on positionne, il l'aide à repositionner dans sa hiérarchie de valeurs la valeur santé-sécurité comme une valeur importante. D'accord? On est vraiment sur un exercice d'influence, mais là, on a 2 choses qui sont importantes, l'influence des croyances et des valeurs. Il va aussi influencer, clé numéro 3, les émotions. Alors, je ne sais plus qui c'est tout à l'heure qui avait parlé des émotions, mais on avait évoqué un petit peu le sujet des émotions. Les émotions, c'est immovere en latin, ça veut dire énergie en mouvement. En fait, nos sens captent des signaux et à chaque signal, il y a des réactions physiologiques qui se passent, qui sont plus ou moins intenses. C'est ça une émotion. Donc ça dure quelques instants, quelques secondes, ça dure un peu plus longtemps, ça devient un sentiment, ça dure encore un petit peu plus longtemps, ça devient une humeur, ça dure encore un peu plus longtemps, ça devient un trait de personnalité, ça devient un caractère, ça devient qui on est. D'accord? Donc les émotions sont particulièrement importantes. Il y a des émotions qui sont favorables, et puis il y a des émotions qui sont pas favorables. Donc, par exemple, une émotion qui est pas favorable, j'ai peur. Quand j'ai peur, d'accord, une réaction face à la peur, c'est trois choses. Quand on a peur, soit on fuit, soit on combat, soit on s'immobilise. Donc, en termes de devenir acteur, comme disait Renaud, c'est pas les meilleures choses, d'accord. Par contre, on a des émotions qui sont un peu plus favorables, les émotions d'enthousiasme, les émotions de joie, les émotions de satisfaction. Quand j'entends Renaud tout à l'heure qui dit les gens ils sont fiers, ils semblent reconnus pour les actions qui sont faites. D'accord? On génère une émotion qui est complètement différente d'une émotion de peur qu'on va générer si on menace d'une sanction, si on respecte pas une consigne. Vous voyez, l'élément là ici, il est particulièrement important. Donc, quand on est capable de bien gérer les 3 premiers éléments, d'accord, en leader, déjà là, on peut déjà avoir des résultats assez exceptionnels. Le reste, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, la 4e capacité qu'un leader peut développer, c'est sa capacité d'implication et d'engagement. Donc, l'engagement, c'est quoi? L'engagement, c'est d'être capable de poser des actions visibles, concrètes et impactantes. Je rajoute impactantes parce que ça a une notion pour le leader. Parce que en fait, si on dit, j'ai rencontré plein de gens dans différentes sociétés, ils me disent moi je fais plein de choses en sécurité, hein. Je suis actif, je fais plein de choses. Ok, qu'est-ce que tu fais concrètement? Quelle est la dernière action que tu as réellement posée? Ok, quel impact elle a eu pour toi, pour tes collègues, pour l'organisation? D'accord? Là, on commence à changer d'un niveau. Donc pour un leader, on va essayer d'aller augmenter que quand il pose une action,
son action, elle génère un impact important. Ça ne sert à rien de faire 36 000 choses. Quelques actions bien ciblées, bien impactantes, vont avoir un impact sur les états d'esprit individuels. Donc là, on va aller apprendre à faire ça. Et ça va susciter l'implication des opérateurs. Les opérateurs vont faire un certain nombre de choses à la suite de ça. La 5e clé, c'est l'exemplarité et la crédibilité. Donc l'exemplarité, c'est particulièrement important. L'exemplarité, c'est en fait un jugement sur des principes ou des valeurs qui sont bien ou pas bien. Donc s'il y a une notion de je fais quelque chose qui est bien ou quelque chose qui est pas bien par rapport à une norme qui est fixée. Donc on a des normes sociales, on a des normes dans l'organisation qui sont écrites ou pas écrites et qui disent c'est bien ou c'est pas bien. C'est acceptable ou c'est pas acceptable. C'est important que ça soit bien clairement défini. Qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui est non acceptable dans une organisation. Parce que si c'est flou, le leader, il va pas pouvoir prendre une position claire. Et pourquoi l'exemplarité est importante? Parce que l'être humain, il apprend pas par rapport à ce qu'on lui dit, il apprend par rapport à ce qu'il voit, par rapport aux actions que les gens font. On n'a pas appris à marcher avec des procédures. Vous êtes d'accord? On vous a pas donné même un casque, des lunettes de sécurité, tout ça. On vous a pas. Vos parents, ils vous ont au maximum encouragé et créé un environnement sûr. On a appris en observant. Essai, erreur, ajustement, persévérance. Essai, erreur, ajustement, persévérance. C'est comme ça que l'être humain il apprend, et il apprend donc en imitant, donc en regardant ce qui est bon ou pas bon. Donc la notion d'exemplarité est particulièrement importante. Il y a une deuxième notion à l'intérieur de ça qui est aussi importante, c'est la crédibilité. La crédibilité, c'est un engagement beaucoup plus durable dans le temps. La crédibilité, c'est être capable d'être intègre et d'être congruent, c'est-à-dire d'être aligné entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je ressens et puis ce que je fais. Et ça, c'est important parce que en fait, notre cerveau, tout à l'heure, on avait un spécialiste du cerveau, mais je m'intéresse aussi beaucoup à la question parce que quand on travaille sur l'état d'esprit, c'est ce qui se passe au niveau de notre tête. Notre cerveau, qu'est-ce que je voulais dire déjà? J'en étais où? La congruence. Voilà. En fait, notre cerveau, il a un système qui s'appelle l'amygdale. Et l'amygdale, elle est là pour détecter, alors c'est pas les amygdales au niveau de la gorge, c'est l'amygdale qui détecte les signaux de peur. Ce qui représente un danger, ce qui représente un danger pour nous. Donc, il va déclencher la peur chez nous. Et nos amygdales, elles sont sans cesse en train de lire nos interlocuteurs et l'environnement. Et elle détecte. Et si elle détecte une incongruence, elle va dire, lui, il n'est pas sûr. S'il n'est pas sûr, il n'est pas fiable, donc je ne peux pas le suivre, je ne peux pas suivre ce qu'il me dit ou ce qu'il fait. Donc là, c'est pareil, c'est des notions qui sont un petit peu subtiles, mais bon, quand on va sur le zéro accident, on commence à aller sur la subtilité dans la manière dont les personnes se comportent et puis comment ils se comportent individuellement et dans un collectif. Donc, il faut bien comprendre toutes ces notions pour bien comprendre leur puissance pour pouvoir aller atteindre ces niveaux. Donc là, j'ai été un petit peu long, mais c'était important de bien vous expliquer la différence entre un manager qui est important, qui gère au quotidien des ressources pour obtenir un résultat à la fin de la journée, d'un leader qui est là pour influencer et motiver positivement une ou plusieurs personnes vers une vision, comme la vision du zéro accident, ou la maîtrise des dangers, ou la performance. On peut fixer sur plein de choses. Et on est tous des leaders en puissance. Donc là, je vous ai mis la photo d'un grand leader, mais il n'y a pas besoin d'être un leader charismatique pour aller influencer ne serait-ce qu'une personne. Si je suis capable d'aller influencer une personne à rentrer à la maison en pleine santé et en pleine sécurité, c'est énorme. Donc, quand on va développer cette capacité, si aujourd'hui je suis capable d'en influencer une, comment je pourrais faire pour en influencer 10? Comment je pourrais faire pour en influencer 100, 1000, 10 000? Quand les gens se présentent à des élections présidentielles, ils vont essayer d'aller influencer plusieurs millions de personnes. On est dans ces jeux d'influence. Donc, c'est important de bien comprendre les deux. Et les deux ne sont pas en contradiction. Au contraire, il faut pouvoir arriver subtilement à les lier dans la ligne managériale. Et quand c'est bien mis en place, c'est là qu'on est capable d'aller chercher des belles performances. Alors maintenant, je vais rentrer sur un outil justement qui permet d'affirmer son leadership. C'est l'outil dialogue positif santé-sécurité. C'est un outil très concret, donc là, vous allez pouvoir prendre des notes parce que vous allez pouvoir peut-être le tester dans votre organisation si ce n'est pas déjà des choses que vous avez en place. Donc, Renaud, il n'y aura pas de valeur ajoutée. Peut-être, on va voir.
Donc, un dialogue positif santé-sécurité, c'est quoi? Un dialogue, c'est un échange, c'est une interaction orale entre une ou plusieurs personnes. D'accord? Donc, il y a une connexion, il y a une relation qui s'établit. Un dialogue positif, donc c'est une connexion, une relation, un échange qu'on a dans le but que cet échange ait généré quelque chose de positif. D'accord? Donc, plutôt des émotions positives, soit de joie, soit de sérénité, mais pas, voyez, d'angoisse, de colère. Voyez, hein, parce que là, on va rentrer dans des émotions qui vont être défavorables. Voyez, pour ça qu'il faut bien comprendre la notion des émotions. Et donc, un dialogue positif santé et sécurité, c'est quoi? C'est d'avoir un échange, une interaction entre une ou plusieurs personnes dans l'objectif d'obtenir des comportements sûrs et un engagement enthousiaste vis-à-vis de la santé et de la sécurité. Donc, on voit bien que par rapport à ce que je viens de vous dire, vous voyez, il y a des notions, il faut savoir communiquer. Donc, communiquer peut être la vision. On va identifier des croyances qui sont limitantes pendant l'interaction. Donc, comment je vais changer les croyances? Quel type d'émotion mon échange va susciter? Est-ce qu'il va susciter de la colère? Est-ce qu'il va susciter du rejet? Est-ce qu'il va susciter de la démobilisation? Ou au contraire, est-ce qu'à la fin de l'échange, je vais susciter des énergies positives, de la joie, de l'engagement, de la considération, de la reconnaissance? Donc, vous voyez, on voit là, déjà, rien que là, je viens de vous montrer 3 caractéristiques importantes. Et à la fin de notre échange, est-ce que j'ai eu un engagement de l'opérateur pour qu'il va faire quelque chose? Vous voyez? Et moi, en tant que leader, quand j'ai cette interaction, est-ce que j'ai été exemplaire? Est-ce que j'ai été un rôle modèle pour la personne? Et là, vous voyez que là, d'un seul coup, au moment où on va utiliser cet outil, on va aussi développer sa capacité de leadership. D'accord? Et si on veut aussi développer sa capacité de leadership, on peut aussi utiliser cet outil. Donc là, je viens de vous expliquer en quoi c'était. Alors, un dialogue positif qui renforce mon leadership, il faut une structure, il faut s'entraîner. C'est-à-dire que là, la technique que je vais vous donner, théorie, c'est de la théorie, d'accord? Donc, il faut s'entraîner. Ça veut dire que vous pouvez vous entraîner avec un collègue. Ok, on va tester, on va faire des jeux de rôle en fait. Hein. On va se mettre dans des situations, et puis se challenger un petit peu. Et seulement après, on va aller le mettre en pratique sur le terrain. D'accord? Donc, c'est un peu comme un sportif. Hein. Et après, on va avoir l'esprit d'amélioration continue pour pouvoir continuer à améliorer son impact. Hein. C'est important. Je parlais d'impact. Et même quand je coach des leaders, j'ai inventé un mot qui s'appelle la volimpaction. Alors, je vais vous expliquer le mot. En fait, on peut avoir conscience d'un problème, mais on ne sait pas poser des actions. Par exemple, on a conscience qu'il y a un problème avec le climat, mais on ne sait pas poser des actions. D'accord? Entre les deux, il manque un mot. D'accord, il y a un espace, en fait, et cet espace, il y a un mot dans la langue française, c'est le mot volition. Volition, c'est la contraction de volonté d'action. D'accord? Donc, est-ce que j'ai une volonté de poser des actions? Si je n'ai pas de volonté de poser des actions, bien évidemment, je n'aurai pas d'action. Hein, c'est ce qu'on appelle un petit peu, sinon on va procrastiner, d'accord, le mot qu'on utilise. D'accord? Donc, je peux avoir conscience que je dois faire du sport, mais je ne passe pas à l'action. Je peux avoir conscience qu'il faut que je pose des actions, que je porte mes EPI, mais je ne les porte pas. D'accord? Je manque sans doute de volition. Et pour un leader, je vais parler de volimpaction, c'est-à-dire que l'action qu'on va entreprendre, elle doit impacter un maximum d'état d'esprit dans son site. D'accord? Donc, une structure, s'entraîner, mise en pratique et amélioration continue. Si on ne fait pas ça, bien évidemment, l'outil, ça reste de la théorie et puis il y a 0 accident. C'est un outil, quand je le déployais dans les organisations où j'ai travaillé, on peut diviser par 2 le taux de fréquence en 1 an ou 2 ans, si l'outil est mis en place correctement. Donc voilà, c'est un outil puissant pour aller chercher 50% d'amélioration par an pendant quelques années. Il y a 5 étapes. Donc, une étape de se préparer, une étape de convivialité, générer des émotions positives, une étape où on va observer, écouter, ressentir, une étape où on va dialoguer, donc c'est avoir un échange dans les deux sens, et une étape où on va encourager, remercier, suivre et évaluer. Elle est un peu grande, celle-là, j'aurais pu la subdiviser, mais l'idée c'était de garder pas trop d'étapes. 5, ça me paraît des choses qu'on peut retenir. Alors, qu'est-ce que se préparer? Se préparer, alors, pourquoi elle est importante, cette étape-là? Elle est même critique. D'accord? Se préparer, c'est quoi? Ça va être de décider que je veux aller sur le terrain, avoir un échange avec 1 ou 2 personnes dans l'objectif
de le féliciter sur des choses qu'il fait bien et de l'aider à changer son état d'esprit sur des choses qu'il fait moins bien. D'accord? Donc ça part avec une décision et une volonté. D'accord? Donc ça part avec quel état d'esprit je vais aller faire mon dialogue. D'accord? Si on n'a pas le bon état d'esprit, alors un état d'esprit, ouais, je ne vous ai pas défini ce que c'est un état d'esprit. Donc si vous tapez définition état d'esprit, c'est très difficile de trouver une définition de l'état d'esprit. Donc moi, je m'en suis fait une. L'état d'esprit, c'est une mentalité, une manière de penser et d'agir, une intention, une volonté de faire quelque chose. D'accord? Donc, en matière de santé et de sécurité, c'est une mentalité, une manière de penser, une manière d'agir, une intention, une volonté, une disposition de l'esprit pour me permettre de me protéger, de protéger les autres, de partager la valeur santé et sécurité, de maîtriser des dangers, etc., etc. On rajoute ce que l'on veut. D'accord? Donc, c'est vraiment, ça va partir là au niveau de notre cerveau, notre état d'esprit, ça va partir au niveau de notre, mais ça va influencer notre corps qui est dans l'action, lui. D'accord? Donc, ça, c'est deux choses importantes. Je décide et j'ai le bon état d'esprit. Si j'ai pas ça, mon interaction sera un échec. C'est-à-dire que souvent, on met des indicateurs, il faut faire tant d'observations par semaine ou par mois, ou il faut voir tant d'opérateurs. Okay, donc là, si on manage le chiffre, ben, on ne manage pas de la bonne manière. Alors, il faut un chiffre pour avoir un indicateur, mais si on ne le fait pas avec le bon état d'esprit, ben en fait, on peut avoir des chiffres qui ne vont pas apporter de l'impact, donc apporter de la performance sur ce que l'on souhaite avoir. 2, ben, il va prendre connaissance des règles éventuellement applicables. Pourquoi? Ben, pour pouvoir être exemplaire. S'il faut porter les équipements, je sais pas, des lunettes, des gants, une surblouse, ou etc., ou adopter telle posture, ben, il faut qu'il sache avant. Donc, vaut mieux qu'il sache avant les règles. Si possible, et éventuellement, il va informer la personne concernée. Je dis éventuellement parce qu'on peut faire aussi des dialogues positifs sur des choses que l'on voit naturellement. Étape 2, ça va être comment générer convivialité et énergie positive. Alors là, c'est en fait c'est le premier contact qu'on a avec la personne. Donc j'arrive sur le terrain, il y a un premier contact. Donc si j'arrive avec le mauvais état d'esprit, d'accord, je vais arriver l'air renfrogné, je vais arriver, ok, il faut que je fasse une tâche, ça va se détecter dans l'amygdale de mon interlocuteur, et puis il va dire, oh lui, il est pas clean, il va venir m'emmerder, il va venir me faire chier, d'accord? Donc on va partir tous les deux dans des états d'esprit négatifs, et donc l'échange, il va pas générer quelque chose de positif. Donc là, c'est particulièrement important d'arriver, de bien faire ce premier contact, et généralement, le premier contact, juste un sourire, juste de faire les formalités d'usage de politesse, bonjour, comment allez-vous? Des choses simples, mais qui des fois, on les oublie, d'accord, ont un impact important sur la première connexion, la première sensation. Pourquoi c'est important? Parce qu'il va falloir mettre en confiance notre interlocuteur. Si notre interlocuteur, il n'est pas en confiance, ça veut dire qu'il est en peur. S'il est en peur, il va être dans la fuite, dans le rejet ou dans l'immobilisme. Ça veut dire qu'il ne va pas être acteur et engagé. D'accord? Donc ça, c'est des notions qu'il faut bien comprendre en termes de psychologie parce qu'elles ont un impact important sur le résultat. Donc être avenant, être bienveillant, éventuellement expliquer l'objectif du dialogue. Étape 3, on va se mettre en retrait et puis on va observer l'opérateur en train de travailler. Et là, on va utiliser tous nos sens. D'accord? On a tendance à utiliser uniquement nos yeux. Alors c'est vrai que les yeux, la perception des yeux, c'est 80% de l'ensemble de nos sens. Donc c'est énorme. Mais néanmoins, on a des oreilles, on peut entendre les bruits, on peut entendre les mots que l'opérateur utilise, on peut sentir les odeurs, on peut surtout ressentir. C'est-à-dire que quand on voit une situation, d'accord, ça nous génère des émotions. Donc, quel est mon ressenti? Qu'est-ce que ça génère chez moi? D'accord? Qu'est-ce que je ressens là? Est-ce que je pense que la personne qui est en train de faire cette action, elle se sent fière, reconnue, valorisée pour ce qu'elle est en train de faire? Ou est-ce qu'elle fait ça de manière nonchalante, elle est démotivée? Qu'est-ce que je ressens? Puis on peut se poser des questions. Ok, si c'était mon enfant, qu'est-ce que je lui dirais pour l'aider? Voyez, là, on va commencer à préparer un petit peu le dialogue qu'on va avoir sur les thématiques qu'on va choisir pour aller transformer l'état d'esprit de la personne. Étape 4, alors c'est l'étape de valeur ajoutée dans le process, mais les 3 autres étapes sont réellement fondamentales parce que si elles ne sont pas faites, parce que c'est des outils que j'ai déployés dans de nombreuses sociétés, quand on travaille au niveau de l'Europe, j'ai travaillé dans quasiment tous les pays de l'Europe, je peux vous dire que comment elles sont importantes, que ce soit dans n'importe quel pays d'Europe. Les émotions, c'est le premier moyen de communication que l'être humain a.
D'accord, avec les communications, avec nos émotions, on communique beaucoup de choses. Hein. Si je suis en colère, on va le voir tout de suite sur la tête d'une personne. Si je suis en joie, on va le voir tout de suite sur la tête d'une personne. Si je suis en peur, on va le voir tout de suite sur la tête d'une personne. D'accord. Donc c'est premier moyen de communication, c'est les émotions. Donc c'est vraiment une étape importante. Et cette étape, ça va être essentiellement d'avoir des questions, comme le disait tout à l'heure Renaud, des questions ouvertes. Alors, je vais vous les donner après, ces questions. Mais la première chose, ça va être de féliciter la personne sur les choses positives qu'on a vues. Et on a un naturel, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, le cerveau humain, 80% de ses pensées, c'est du négatif. On est très focalisé négatif, c'est ce qui permet la survie de l'espèce, hein, parce que ça permet de voir tout justement ce qui pourrait nous causer des problèmes. Donc, sachant ça, bien évidemment, il va falloir se dire, OK, pour une chose, éventuellement, d'amélioration que je vais discuter avec la personne, il faudrait au moins, pour qu'il y ait un équilibre, que je trouve 4 choses positives. Et ça, c'est un challenge. D'où la phase d'avant, d'avoir bien observé, pour avoir été capable de noter des choses qui sont positives. D'accord? Parce que là, si on entame tout de suite, ça, c'est pas bien, t'as pas porté tes EPI, tu le sais, la règle, c'est comme ça, c'est écrit, je te l'ai déjà répété 50 fois, boum, c'est mort, impact 0, terminé. On a fait notre dialogue, on a checké une case quelque part, on a mis un chiffre quelque part, mais impact 0, impact même négatif des fois. Il faut se méfier des impacts parce qu'on peut avoir des impacts négatifs sur une organisation et on s'en rend pas compte des fois. Donc, féliciter, donc retenez 4 pour 1. Donc 4 points positifs pour au moins un point qu'on va discuter, qu'on va essayer d'améliorer. Et là, c'est un vrai challenge. Donc c'est une vraie capacité qu'on peut apprendre à développer. Ensuite, on va indiquer ses ressentis. Qu'est-ce qu'on a ressenti? Donc, on va parler, OK, j'ai ressenti ça quand je t'ai vu faire telle action. Et puis, on va entamer la discussion en posant des questions. Donc là, je vais vous donner un certain nombre de questions qui sont ultra puissantes. Et puis, on va écouter les réponses. Et puis, en fonction des réponses que l'on a, on va essayer, nous, d'aller transformer soit la croyance limitante, soit de remettre la bonne priorité des valeurs. Et puis, à la fin, de générer de l'enthousiasme. D'accord? Donc, vous voyez, là, on reprend toutes les capacités du leader que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, quelles sont ces questions puissantes? Donc, il y en a 3. Alors, parce que, j'ai travaillé avec des grosses sociétés de consulting et donc, ils ont tous leur type de questionnement, mais je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait des techniques de questionnement qui sont culpabilisantes. Et en fait, quand on met de la culpabilité sur une personne, on ne la met pas en émotion favorable, on la met plutôt dans ses retranchements et donc, on ne va pas la mettre en action. Donc la première question, c'est quelle était votre intention positive ou qu'est-ce que vous vouliez faire de bien quand vous avez fait cette action? Ça, c'est important de considérer, j'ai mis du temps moi à l'admettre quand je l'ai entendu la première fois, que derrière le comportement d'une personne, pour elle, il y a toujours une intention positive. Et l'idée, ça va être d'aller détecter cette intention positive et éventuellement de lui montrer que l'intention positive qu'elle avait, elle pouvait présenter des risques pour elle. D'accord? Donc la deuxième question, est-ce qu'il est possible qu'il y ait un inconvénient qui n'ait pas été perçu? D'accord? Et là, on va essayer, on a un autre moyen mémotechnique là en psychologie humaine qui s'appelle pique-nique. Le comportement humain d'une personne, on peut le modifier, d'accord, avec l'acronyme pique-nique. Il faut que le résultat de son comportement ait eu des résultats immédiats, certains, positifs ou négatifs. Donc, si je le fais pique-nique, positif immédiat certain, négatif immédiat certain. C'est comme ça que le comportement humain, il fonctionne tout de suite. D'accord? L'être humain, son cerveau, il ne sait pas se projeter les conséquences dans le futur. C'est pour ça que quand on met sur un paquet de cigarettes fumé tue, ça provoque rien parce que je suis pas mort tout de suite. D'accord? Donc, ça, il faut bien l'avoir compris. Donc là, on va essayer de mettre en évidence l'inconvénient négatif immédiat certain qu'elle n'a pas vu malgré sa bonne intention. Donc, ma bonne intention, c'était de gagner du temps pour aller passer plus de temps en pause pour fumer et discuter avec mes collègues. Oui, mais est-ce que ça pourrait présenter un inconvénient que tu n'as pas perçu, une conséquence négative immédiate et certaine que tu n'as pas perçue? D'accord? Donc là, on va l'orienter sur les conséquences possibles sur elle. Et la troisième question, est-ce qu'il existe une autre manière de faire? Et quels seraient les avantages à court, moyen et long terme d'une telle pratique? Donc là, on va utiliser la question 2, on a utilisé le NIC,
D'accord? On met en perspective les conséquences négatives immédiates certaines. Et là, on va les mettre en premier le pic, mais on va quand même faire une projection dans le futur. D'accord? Donc, si, d'accord, tu mets... si par exemple tu protèges tes yeux quand tu utilises un produit chimique, si tu protèges tes yeux quand tu utilises un produit chimique, d'accord, ça te permettra d'avoir une vue et de profiter de tous les spectacles de la nature, ça te permettra de voir tes enfants grandir, ça te permet, d'accord, on va projeter la personne sur des choses immédiates, enfin, court terme, moyen terme et long terme, pour lui montrer l'avantage que ça a pour elle. D'accord? Donc, ce sont des questions qui sont excessivement puissantes. Je vais vous laisser les écrire et puis les tester dans votre organisation avec les petits éléments complémentaires là que je vous ai dit. Et vous allez voir quels résultats vous avez. Donc, si par exemple, je prends un exemple concret, imaginons, on a souvent des opérateurs en maintenance, vous voyez, ils utilisent des meuleuses et sur la meuleuse, ils enlèvent le carter de protection et puis la poignée. Hein, vous avez déjà dû voir ça sur vos sites, c'est quelque chose d'assez commun. D'accord? Donc, par exemple, là, imaginons, quelle était votre intention positive quand vous avez utilisé la meuleuse sans la poignée et sans la protection? Alors, on peut orienter ou pas orienter la personne en fonction, si on veut gagner du temps, en fonction du temps qu'on a, d'accord? Donc, la personne va nous expliquer. Déjà, elle va peut-être prendre conscience qu'effectivement, elle n'a pas respecté une règle qu'elle connaissait, parce que généralement, ils connaissent. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un inconvénient qui n'ait pas été perçu? Est-ce qu'il est possible qu'il y ait des conséquences négatives, immédiates et certaines qui se passe, d'accord? Ah, je peux éventuellement, si je rencontre un blocage, lâcher et puis la meuleuse, elle va partir et puis elle va me tomber dans l'œil ou elle va me sectionner un membre au niveau de la cuisse, etc. C'est généralement les accidents qu'on a. Donc, on va lui faire visualiser, il faut qu'elle visualise dans sa tête les conséquences négatives immédiates certaines qu'elle pourrait avoir. Ça, c'est important. Est-ce qu'il existe une autre manière de faire? Ou est-ce qu'il existe d'autres pratiques qui pourraient éviter ces conséquences? Ah oui, mettre la protection, OK, quels seraient les avantages pour toi, court, moyen et long terme, d'utiliser la meuleuse correctement avec la poignée, avec le carter de protection? OK? D'accord? Et on laisse la personne s'engager. Éventuellement, on peut obtenir un engagement à la fin. OK? Est-ce que tu t'engages? Vous avez vu, c'est la clé numéro 4 dans la capacité du leadership. D'accord? Engager les gens. Est-ce que tu t'engages à adopter ce comportement sûr désormais pour tous les jours? Quand une personne s'engage oralement, d'accord, ça a plus de chances qu'elle tienne son engagement que si elle ne s'est pas engagée oralement. Et si elle s'engage publiquement, on a encore plus d'effets. D'accord? Donc ça, faut aussi le savoir. Ces études en psychologie qui montrent tous ces éléments-là, parce que bien évidemment, quand on veut atteindre et maintenir zéro accident, il faut qu'on aille sur ces niveaux assez pointus de compréhension de comment fonctionne l'être humain pour pouvoir durer dans le temps. Donc voilà, la 5e étape, on va remercier, encourager et suivre et évaluer. Donc là, on va tout simplement remercier la personne pour l'échange que l'on a eu ensemble. On va éventuellement l'encourager à poursuivre les actions sûres qu'elle réalisait déjà, donc les 4 actions qu'on a identifiées au début. Et éventuellement, on va faire le suivi des actions qui n'ont par exemple pas été résolues immédiatement. L'idée, quand on fait un dialogue positif, c'est d'avoir des actions immédiates. D'accord? Pour bien montrer son engagement, c'est une action concrète, immédiate, visible, impactante. D'accord? Donc, il faut tout de suite. Donc, si par exemple, on n'a pas résolu l'action, on va s'engager à faire le suivi de l'action. D'accord? Alors, je sais par expérience qu'on perd sa crédibilité si on s'est engagé à faire un suivi d'une action au-delà de 1 mois et qu'on ne l'a pas résolu. Au-delà de 30 jours, s'il n'y a pas d'investissement, les gens ne comprennent plus et on perd sa crédibilité. Donc, c'est pareil, c'est des notions qui sont importantes à avoir en tête. Ça veut dire que quand nous, on va faire un suivi d'une action, donc par exemple, on s'est rendu compte que la personne, elle avait des gants qui étaient de mauvaise taille. Et puis, on se décide d'aller ensemble chercher une paire de gants au magasin, et puis on s'aperçoit qu'au magasin, il n'y a plus de gants. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va s'assurer qu'il y a une commande qui est en cours. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Est-ce qu'on continue l'action qu'on sait qui va être dangereuse avec le gant qui n'est pas adapté ou pas? Là aussi, c'est un exercice de leadership, d'accord? Parce que ça a positionné qu'est-ce qui est acceptable ou pas acceptable. Notion d'exemplarité, d'accord? Donc, c'est vraiment important. Et la dernière étape de cette étape, elle est assez grande, c'est d'évaluer. Évaluer quoi? Évaluer l'impact que l'on a eu. Alors, il y a 2 manières d'évaluer. Soit on demande à un tiers de venir avec nous,
et puis de nous observer, d'accord? Donc, se mettre en position méta et d'observer le dialogue qu'on a eu, et puis voir quels résultats ça a généré. D'accord? Donc, est-ce que ça a généré des comportements sûrs et un enthousiasme vis-à-vis de la santé et de la sécurité? Oui ou non? Grosso modo, c'est noir, c'est blanc. Bon, ça peut être. On peut s'évaluer entre 0 et 10. On peut mettre une note. Ah ben, tu as peut-être été assis sur 10 pour tel. OK? Et donc là, on va avoir des points pour aller s'améliorer. Je vous ai dit tout à l'heure, il y avait le processus d'amélioration continue. Si on ne s'améliore pas, aller de plus en plus impactant, on va rester au niveau de stagnation où on est à un instant donné. Donc l'état d'esprit d'amélioration continue est particulièrement important, et on peut aussi s'auto-évaluer. D'accord? Donc on est tout seul, mais sur le chemin, quand on va rentrer, on peut se dire, OK, David, là, sois sincère avec toi, honnête avec toi. OK, est-ce que tu as été bon? Est-ce que tu as généré un impact positif? Est-ce que tu as changé un comportement aujourd'hui? Est-ce que tu as changé une croyance? Est-ce que tu as remis une priorité de valeur au juste niveau chez la personne? Est-ce que tu as suscité une émotion positive, de joie, d'enthousiasme à pratiquer la santé et la sécurité? Oui, non, oui, ou entre 0 et 10 où je suis. Et qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois pour m'améliorer? D'accord? Donc, c'est un outil très puissant là, que je viens de vous présenter, mais vous avez vu, il est à utiliser dans un cadre qui est quand même assez strict si on va avoir une performance, un impact important. Mais ça marche. Quand c'est bien implémenté, je peux facilement, pour un site qui n'a pas ça, mettre ça et m'engager sur 50%. Alors moi, je ne vise pas 50%, je vise le zéro accident, mais au moins, je sais que ça va être, par exemple, un outil qui va contribuer. D'accord? Donc, résumé des apprentissages, on a vu la différence entre un manager qui gère au quotidien des ressources qui lui sont confiées, techniques, organisationnelles, humaines, financières, pour obtenir des résultats à la fin de la journée, et un leader qui est une personne qui est capable d'influencer et de motiver positivement une ou plusieurs personnes vers une vision, comme la vision du zéro accident. Qu'est-ce qu'elle va aller influencer? Les perceptions, les croyances, les valeurs, les émotions et les comportements des personnes. C'est tout ce qu'il y a dans l'outil que je viens de vous présenter. D'accord? Donc, après, on a vu l'outil dialogue. Donc, dans l'outil dialogue, on a vu que la première chose, c'était d'avoir le bon état d'esprit. OK, est-ce que j'ai envie d'aller impacter positivement une personne aujourd'hui ou pas? Si je n'ai pas envie, il vaut mieux que je reste dans le bureau. Je risque d'avoir un impact négatif. Est-ce que je suis capable de switcher mon état d'esprit? D'accord? Donc, il y a des techniques pour switcher son état d'esprit avant d'aller sur le terrain pour être dans un état d'esprit qui va être favorable pour pouvoir générer un résultat favorable. Donc, le dialogue positif, c'est une interaction entre une ou plusieurs personnes dans l'objectif d'avoir des comportements sûrs et un engagement enthousiaste vis-à-vis de la santé et de la sécurité. Donc, s'il y a des étapes, il y a une structure, d'accord, avec un certain nombre d'étapes, donc il y en a 5, et c'est important de s'entraîner avant avec des collègues, ensuite d'aller pratiquer sur le terrain, et ensuite d'avoir l'état d'esprit d'amélioration continue. Les 5 étapes, c'est se préparer, donc est-ce que j'ai le bon état d'esprit, de générer tout de suite au premier contact un bon feeling et de mettre en confiance la personne. 3, d'être capable d'observer, notamment d'écouter, ressentir, mais d'observer les choses qui vont être positives, d'accord, parce qu'on a tendance naturellement à les focaliser. Donc là, il y a un effort à faire, il y a de l'énergie, il va falloir aller solliciter notre cortex préfrontal, pour revenir sur tout à l'heure, pour aller observer qu'est-ce qu'il y a de positif. Et des fois, c'est pas évident. Même des fois, il n'y en a pas du tout, c'est déjà arrivé. Mais voilà, c'est un vrai exercice de concentration pour aller les identifier, sinon notre cerveau ne va pas aller les chercher naturellement. Ensuite, c'est la technique avec les questionnements. Derrière le comportement de chacune des personnes, il y avait une intention positive. Je sais que ça peut choquer peut-être certaines personnes, mais c'est important de le savoir. Il y a toujours une intention positive derrière le comportement pour la personne. Il faut aller l'identifier et mettre éventuellement en évidence que cette intention positive, il y avait des conséquences négatives immédiates certaines qui n'ont pas été perçues. Les mettre en évidence, d'accord, et demander à la personne s'il n'y a pas une autre manière de faire, d'accord, qui lui permettrait d'avoir des conséquences positives immédiates certaines et positives immédiates futures ou différées futures, d'agir de cette manière. D'accord? Donc ça, c'est particulièrement important. Et la dernière étape, on va remercier la personne, la féliciter pour ce qu'elle fait de bien et essayer d'obtenir son engagement
si possible orale, et on va faire le suivi éventuellement des actions, et on va à la fin s'évaluer. Est-ce que j'ai été bon ou pas? On le fait en conscience. Hein. Des fois, on n'est pas bon. Moi, j'ai eu plein de fois où j'étais pas bon, et il m'arrive même encore des fois d'utiliser la technique et puis de ne pas être bon. C'est tout. Ce jour-là, il faut analyser. Ok, est-ce que tu t'es bien préparé? Est-ce que tu avais vraiment envie d'interagir positivement avec la personne? Quelle était mon intention? D'accord. Et puis des fois, en fait, je me dis, j'avais pas juste envie. Donc la prochaine fois, fais attention, vaut mieux pas y aller plutôt que d'y aller si t'as pas envie. Faire ce dialogue. D'accord. Donc voilà. Je vous ai parlé beaucoup de leadership, hein, donc c'est une de mes spécialités. Vous avez vu, état d'esprit, leadership et transformation de la culture. Et je lance une cohorte de développement du leadership santé-sécurité hein, pour ceux qui voudront nous rejoindre donc en formule groupe. En flashant le QR code, vous pourrez avoir accès aux détails du programme. Et pour ceux qui s'inscriront, là, pour les personnes de l'AINF, là, qui représentent l'AINF et l'IUMM, si vous flashez, en plus, si vous enregistrez, hein, et l'enregistrement ne fait pas, enfin, vous n'achetez rien, hein, il n'y a pas d'engagement, je vous offre quand même l'e-book Leadership Santé Sécurité d'une valeur de 49 €. Voilà, donc ça, c'était l'instant un petit peu commercial parce que il faut vivre, mais voilà, donc vous pourrez en profiter si vous le souhaitez. C'est le cadeau que je vous offre. Et puis, maintenant, je suis disponible pour répondre à vos questions, si vous en avez. Merci beaucoup, David. Ici en chat, j'ai plus trop de questions, à part que les gens sont très satisfaits et sont très instruits du coup maintenant. Donc voilà pour moi. Bon, ici non plus, apparemment, il n'y a pas de questions. Un grand merci, David. Et puis, de toute façon, on va avoir le temps encore d'échanger dans quelques instants de l'autre côté. Merci pour cette présentation claire, pour ces outils clairs, pour avoir mis une cohérence par rapport au retour d'expérience que nous avait fait Renaud précédemment. Donc ça permet, voilà, je pense, de finir avec de la méthodologie, en plus de retour d'expérience, en plus de plein de choses. Juste, on va... Merci à vous, soyez prudents pour repartir. J'ai une question. Ouais, il y a une question. Y a-t-il de la PNL derrière? Oui, il y a des éléments issus de la PNL, ouais. Comme par exemple, derrière chaque comportement, il y a une intention positive. Ça vient de la PNL. D'accord. D'accord. Dans la PNL, on va beaucoup apprendre justement à observer son interlocuteur, à détecter des signes, des signaux. Et puis après, les techniques. Alors, les techniques de questionnement, non. Je les avais retravaillées là, pour le coup, avec un psychologue, pour justement, parce que les questionnements que j'avais appris avec des sociétés de consulting que j'avais utilisées quand j'étais opérationnel, elles étaient plutôt culpabilisantes. Donc, on mettait vite la personne dans ses retranchements, et donc c'était plus un management autoritaire top-down, donc plutôt le style manager plutôt que le style leader. Donc, j'ai dû les retravailler un petit peu pour qu'elles aient un impact différent. Donc, oui, il y a de la PNL, mais pas que. Il y a aussi un petit peu de neurosciences, il y a de la psychologie, il y a beaucoup de choses. Merci. Merci à vous. Merci et bravo. Merci, David. On arrive directement là, au dernier slide. J'espère, en tout cas, moi, mon intention aujourd'hui, c'était de vous donner, au travers de différentes interventions, de multiples clés, de multiples exemples qui peuvent vous inspirer. J'espère qu'ils vous inspireront. J'espère que ça vous fera utiliser des petites choses, des petits conseils, conforter également dans vos bonnes pratiques. Si vous êtes là, c'est que vous avez déjà certainement beaucoup de bonnes pratiques chez vous. Mais je pense que dans tout ce qui a été présenté, on a cette notion de pouvoir s'améliorer et d'en savoir toujours un petit peu plus. Donc j'espère que toutes ces interventions multiples sur cette thématique et de placer véritablement l'humain au cœur de vos entreprises et au cœur de la prévention dans vos unités. C'était vraiment notre intention. Tu veux dire un petit mot, Sarah? Vas-y. Merci Eric, merci à tous, merci d'être venus en grand nombre. Merci aussi aux chatteurs et sur Dunkerque et sur Calais également pour avoir aussi nourri les questions tout simplement. Et puis maintenant, il est bien temps de se rafraîchir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal. Ouais. Merci à tous et merci pour l'organisation et tous les intervenants. Merci.
Bon. Merci à ceux qui étaient à distance. Merci à ceux qui sont ici. C'était le dernier slide. Donc vraiment un grand merci à tous ceux qui sont intervenus. C'est aussi beaucoup de préparation pour eux donc, et d'implication. Donc vraiment merci. On vous dit à l'année. Pourquoi ça sort? Qui c'est qui fait ça? Qui c'est qui fait ça? Pourquoi tu me fais ça? On vous donne rendez-vous l'année prochaine. Hein. L'idée, c'est vraiment de faire de cette journée régionale de la prévention une manifestation récurrente. Donc, voilà, l'année prochaine, on refera quelque chose. Si vous avez des thématiques qui vous intéressent plus particulièrement, n'hésitez pas à nous en faire part. Ça, voilà, ça va nous nourrir également. Donc, on ne peut pas parler de remontée du terrain, également remontée de vous, des thèmes qui peuvent vous questionner ou vous souhaitez. Voilà. Et puis, on essaiera de vous présenter quelque chose qui soit le plus complet, le plus différent, mais en même temps toujours avec un message de prévention derrière tout ça, puisqu'on est quand même là pour faire de la prévention. Un dernier petit mot. L'année dernière, on était ici. Alors, c'est dommage, il vient de s'en aller, Antoine. On était déjà ici pour la première JRP qui était sur la prévention des addictions. Il faut savoir qu'on a continué avec Antoine, donc avec l'ARACT. On a monté un groupe d'entreprises qui travaillent au travers de la boxe, puisque Julien est intervenu également. Donc, on travaille aujourd'hui à mobiliser les entreprises pour faire de la prévention sur les addictions en entreprise. Donc, voilà, il y a une dizaine d'entreprises aujourd'hui qui se réunissent et on va continuer avec plein de partenaires, que ce soit Pôle Santé Travail, que ce soit le fonds Action Addiction, etc., etc. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à revenir vers nous. Voilà, un grand merci à l'UIMM qui nous a accueillis parce que il faut un lieu pour accueillir, un lieu suffisamment grand avec justement les espaces pour pouvoir jouer. Et puis le plus important maintenant, derrière la porte, ça a été transformé pendant la dernière conférence. Donc vous êtes tous invités à venir boire un petit pot. Dernière précision aussi, j'ai vu beaucoup de gens prendre des notes. Tout a été enregistré, filmé. Vous aurez accès bien évidemment aux replays. Les replays seront sur le site de la INF et diffusés très largement, bien évidemment. Voilà, merci encore.